Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'homme qui n'a pas inventé Internet. Et pourtant, sans lui, sans ses travaux, le réseau n'aura jamais pu voir le jour. Louis Pouzin, informaticien français, messieurs, dames, est notre rôle modèle à suivre cette semaine. C'est un peu mon rôle modèle à moi, c'est Gaël Musquet. Évidemment, Gaël, tu as toujours une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, on va parler avec toi d'Ingenuity, qui est le drone héros de la NASA. Un drone hélicoptère envoyé avec le rover Perseverance sur Mars en avril 2021, qui ne cesse de nous émerveiller. Tout à fait, c'est une belle machine, un aérobot, donc la première machine en fait à pouvoir s'envoler sur une planète. On va voir à quel point ce petit joujou à la base, dans lequel on ne mettait pas beaucoup d'espoir, a réussi à impressionner beaucoup d'ingénieurs. Allez, on ne mettait peut-être pas beaucoup d'espoir dedans, quoique à l'époque, vous le savez, jeudi c'est donc le Club Actu, on va parler en première partie de TikTok, banni des administrations, mais pas que. C'est le réseau qui sème le trouble depuis plusieurs années. Après la Commission européenne, la semaine dernière, c'est au tour du Congrès de la Maison-Blanche d'interdire l'application sur les smartphones de ses agents, alors qu'une commission d'enquête s'ouvre au Sénat en France en ce mois de mars sur les risques d'ingérence justement du réseau social. Les jours de TikTok sont-ils comptés? On va en parler. Et puis en deuxième partie, YouTuber Histoire, méfiez-vous des contrefaçons. Sur YouTube, une chaîne destinée à faire réviser l'histoire aux enfants, notamment en primaire, multiplier les impasses historiques, simple oubli ou biais idéologique. Libération, Charlie Hebdo ou encore Le Parisien ont enquêté. On va en parler avec nos débatteurs du jour. Gaël Musquet, vous l'avez vu évidemment, mais aussi Alexis Clouet pour Digital et Metaverse Collège. Bonjour à toi. Hello. Et Stéphane Zibi pour Ionis X. On refait le Mac et RCJ. Bonjour à vous, cher Stéphane. Bonjour. Je vous vois parce qu'il y a tellement de titres dans ton titre que j'ai envie du coup d'y mettre du pluriel directement. Ouais, d'accord, très bien. J'avais de la noblesse d'un coup. Mais tout à fait, évidemment. La noblesse de Stéphane Zibi. On en parlera aussi dans le Club Actu. Mais d'abord, focus. Et c'est un pionnier informaticien avant même que le mot n'existe. S'amuse-t-il à dire souvent, Louis Pouzin aura bientôt 92 ans. Eh bien, c'est un des pères d'Internet, malgré lui. Portrait d'un rôle modèle avec Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France. En 1969, il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs.
Louis Pouzin est resté en poste à Lyria jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur. Et tout de suite, on ouvre notre club actu. Les jours de TikTok sont-ils comptés? On en parle. Et aujourd'hui, pour débattre de ces actus, Alexis Clouet pour Digital et Metaverse Collège, Stéphane Zibi pour Ionis X, On refait le Mac et RCJ, et Gaël Musquet pour l'ensemble de son œuvre. J'ai envie de dire finalement. L'ensemble de ton œuvre, parce que tu vas nous être extrêmement précieux en termes d'expertise cyber, notamment sur cette première partie d'actu. Vous le savez, TikTok est devenu le réseau non grata dans plusieurs administrations. La Commission européenne a interdit à ses fonctionnaires d'utiliser le réseau, de même charger l'application sur les smartphones de ses agents depuis jeudi dernier, une semaine jour pour jour. À présent, c'est aux États-Unis aussi de sévir, le Congrès notamment avec la Chambre des représentants ou encore les agences fédérales et la Maison-Blanche qui, là aussi, ont interdit à leurs salariés d'utiliser l'application, voire même de la supprimer au plus vite. Ça, c'est recommandé plutôt pour justement les collaborateurs de ces administrations américaines. La question est désormais de savoir si les États pourrait interdire purement et simplement l'utilisation de TikTok pour les particuliers. Là, on va rentrer dans une question aussi juridique un peu plus complexe. Il faut savoir aussi qu'une commission d'enquête s'ouvre au Sénat en ce mois de mars, au Sénat français cette fois-ci, pour essayer de comprendre quelles sont les capacités d'ingérence, de mauvaise gestion des données, notamment de TikTok. Beaucoup d'infos en une info, vous me direz, messieurs. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que TikTok pourrait être interdit, Gaël? Potentiellement, on attend encore les réponses. Les raisons en fait, de toute cette actualité, c'est que TikTok a admis que les données des utilisateurs partaient en Chine. Et ils n'ont pas répondu sur la nature de ces données. Quand on regarde ce qui est demandé par TikTok quand on installe l'application, moi je ne l'ai pas installée. Donc j'ai juste demandé là sur mon mobile à quoi TikTok avait accès, à mon agenda, à ma caméra, à ma liste de contacts, à ma localisation, à mon micro, à tous mes espaces de stockage. Autre permission, l'intégralité de mon réseau, l'intégralité de mes moyens de paiement sur l'App Store. C'est un service qui peut tourner en fond de tâche. L'intégralité de l'accès au réseau Wi-Fi à proximité de mon téléphone. Bref, on a toute une liste. Elle est longue. Hein, mais je me fais l'avocat du diable. Ce n'est pas déjà le cas d'autres réseaux sociaux? C'est le cas d'autres applications, c'est vrai. Mais qui se plient, elles, et qui ont, de point de vue politique, rendu certaines des comptes, soit en Europe, soit aux États-Unis, sur la nature des données qui étaient captées et ce qu'elles en faisaient. Ce n'est pour l'instant pas le cas de TikTok. Encore une fois, ils ont admis que les données s'en allaient, que c'était évidemment pour améliorer l'expérience utilisateur de ces usagers, mais ils n'ont pas donné la nature des données qui partaient. Donc, compte tenu de la liste que je viens de donner et de l'incertitude de ce qui part réellement en Chine et qui peut être accessible par des employés de TikTok, c'est ce que TikTok a annoncé, on peut se poser des questions. Il n'appartient qu'à eux aujourd'hui de clarifier la nature des données qui s'en vont vers la Chine. C'est exactement. En fait, tu sais, quand tu fais cette liste-là, c'est vrai qu'on peut faire des comparatifs avec Facebook. Plein d'autres applications. Avec Facebook en particulier ou Google. On va avoir en Europe le Digital Service Act qui va nous permettre de pouvoir calmer un peu tout ça parce qu'on ne pourra plus faire n'importe quoi. Digital Services Act, je refais de la pédagogie à chaque fois, comme le DMA, le Digital Market Act, qui stipule bien, en Europe en tout cas, que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne, voté au printemps dernier. Donc ça veut dire que si on vous prend des données un peu de façon, parce que qui lit tout cela, tu vois ce que tu fais, je pense que rien que déjà en ayant fait cette liste-là, ceux qui vont regarder cette émission-là, ils vont peut-être l'effacer direct. Moi, c'est ce que je pense. Mais bon, mais ce qu'en fait, c'est que les employés de TikTok égalent le gouvernement chinois. Et donc, si on a la possibilité de toucher
à nos photos, qu'on peut supprimer, si on peut toucher à nos moyens de paiement, si on peut toucher à aspirer notre agenda, notre répertoire, pardon, je pense que la plupart des gens d'eux-mêmes vont avoir ça. Donc il faut qu'il y ait cette pédagogie, il faut qu'on passe les informations bien évidemment, mais c'est vrai que s'il est de plus en plus utilisé et que beaucoup d'applications se sont tiktokisées, on va dire. Sur leur mode de fonctionnement, en tout cas. Est-ce que c'est aussi le cas sur leur mode de récupération des données ? Je pense que TikTok est devenu un véritable modèle maintenant au niveau business. Même sur l'aspiration de données. Ah oui, complètement. Alors là, on a, ne serait-ce que sur c'est quoi TikTok ? C'est une plateforme vidéo à la base. Excellente question. C'est une plateforme vidéo. Ouais. Et donc, cette plateforme, compte tenu de la nature des données qu'elle traite, des vidéos, demande énormément de ressources au téléphone. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est une application, compte tenu de l'audience qu'elle a, donc du nombre de personnes qui l'ont téléchargée, et des ressources qu'elle va utiliser sur les machines, donne accès à un gouvernement, en l'occurrence la Chine, à énormément de ressources sur des pays sur lesquels, en plus, il y a des velléités commerciales, velléités politiques. Dans le contexte ukrainien en ce moment, on voit les rencontres et les échanges en ce moment avec la Russie. On peut comprendre que des personnalités d'intérêt se disent no way sur, évidemment, nos juges, nos commissaires européens, des sénateurs, des élus, parce que cette application peut activer simplement le microbe. Donc techniquement, aujourd'hui, un gouvernement comme la Chine a la capacité de sonoriser ou de visualiser ce qui se passe dans une voiture ou dans les arcanes du pouvoir des empires en face. Donc ça veut dire que les accusations d'ingérence du régime chinois par le truchement de TikTok auprès d'institutionnels américains ou européens, c'est pas forcément de la science-fiction. Pas du tout. Et les affaires récentes sur des alliés, avec Pegasus, montre à quel point la ligne sur des États démocratiques est très facile à franchir. On va rappeler ce qu'est Pegasus. Pegasus, c'est une application qui a été développée par l'État israélien pour pouvoir... par une société privée. Par une société privée. La présidente était de et qui a été déployée par des gouvernements, en l'occurrence le Maroc, par exemple, pour pouvoir espionner, y compris notre président de la République et d'autres personnalités. Donc l'espionnage cyber peut se cacher là où parfois on n'attend pas. On va quand même aussi refaire un peu de pédagogie sur TikTok lui-même. Évidemment, la maison mère de TikTok, ByteDance, est chinoise, mais il y a deux réseaux, deux États et deux règles finalement. En l'occurrence, Douyin, qui est la version vraiment Beijing, made in mainland de TikTok, pardon, je vais y arriver, et qui du coup opère sous réglementation aussi chinoise, mais qui n'opère qu'en Chine, et puis TikTok qui opère dans le monde entier. Est-ce que vraiment ByteDance peut être à ce point, à une porosité telle avec le régime de Pékin, qu'elle pourrait justement lui transmettre des informations via TikTok ? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, effectivement. Ça, c'est évident. Et puis, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, ils laissent une totale open bar à l'utilisation de TikTok dans leur pays. Sauf que dans leur pays, il y a un contrôle immense où les utilisateurs n'ont pas le droit de regarder plus d'1 heure de contenu et où le contenu, même aux mineurs, est interdit et adapté en format éducatif. Ouais. Donc, s'ils font ça et qu'ils ont ce pouvoir-là sur Douyin, évidemment qu'ils ont également le pouvoir sur TikTok, sur le reste. Oui, on le disait, je crois, dans un autre club actu avec toi notamment, Alexis. Finalement, sur Douyin, on va éduquer les enfants chinois avec beaucoup, là aussi, de contenu extrêmement pédago, éducatif, réglementé. Et puis finalement, on va peut-être rendre un peu plus bêtes les enfants occidentaux sur la version ou léger, merci, tu as raison, sur la version TikTok. Donc je me prends des foudres de TikTokers incessamment. Ça va pas tarder. Mais ce qui est juste dingue, c'est vrai que TikTok est devenu maintenant une machine. Les gens... On pensait que c'était que les jeunes. Ma mère de 86 ans est sur TikTok. Elle nous envoie... La mère de Stéphane Vivier est tiktokeuse ? Non, elle publie rien. Elle regarde beaucoup et elle envoie beaucoup de vidéos à sa famille. C'est dire qu'ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi à taper les jeunes et les seniors. Je pense c'est vraiment une véritable machine de guerre. Les gens deviennent accros et voilà. Maintenant, après, si c'est avéré tout ce qu'on dit...
il faudra bien qu'il y ait une sorte de régulation, ou je sais pas ce qu'on pourrait appeler ça comme ça, mais les gens qui effacent cette application et définitivement, quoi. En l'occurrence, il y a déjà des régulations, messieurs, qui sont en place en Europe. Le RGPD, le DSA-LDMA, on vient de le rappeler aussi. Il y a aussi une doctrine cyber, notamment de l'Europe, mais aussi du gouvernement français, Gaël, en matière notamment de porosité, je ne sais pas comment le dire, avec des euphémismes ou pas, des données pour certaines applications et certains softwares. Alors oui, ce qui n'empêche pas certains États, encore une fois, démocratiques, de déroger eux-mêmes à leurs propres règles pour pouvoir avoir les données à travers ces différents tiers hébergeurs, etc. Et chaque gouvernement remet une couche sur la capacité à pouvoir atteindre techniquement à la vie privée avec le moins de pouvoir juridique possible. Donc on a déjà dans nos États démocratiques cette tentation. Ouais. Ce qui a poussé énormément de groupes, d'activistes, le Chaos Computer Club, la Quadrature du Net, à monter au créneau justement pour pouvoir faire machine arrière sur ces questions. Parce qu'une fois qu'on a la cuillère dans le pot de confiture, très facile pour un État, y compris démocratique, de vouloir revenir régulièrement sur ces plateformes pour avoir des informations. Ouais, on se souvient des débats notamment provoqués il y a quelques années par la révision de la doctrine militaire, notamment une loi de révision militaire en matière d'accès justement aux données de ces applications et des plateformes, qui avait soulevé vraiment les foudres de ces associations de défense des libertés en ligne. Complètement. Et donc là, on imagine déjà le manque de confiance qu'on a déjà, nous, dans nos propres États démocratiques. Alors, imaginez sur un pouvoir que l'on sait autocratique, etc. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que plus ces plateformes ont des données, plus elles s'exposent aussi à des attaques cyber. C'est-à-dire que même quand on fait bien le boulot et qu'on a tout verrouillé, ceinture et bretelles, l'enjeu derrière pour un groupe criminel qui veut avoir accès à ces données est évidemment bien plus important. Parce qu'on sait que la plateforme héberge et a accès à énormément d'appareils. J'ai des discussions que j'ai régulièrement avec Jean-Baptiste Kempf de Vidéolan. Si aujourd'hui un État veut avoir accès à un maximum de machines et un maximum de ressources des machines, il vaut mieux pirater un logiciel comme Vidéolan qui a accès à toutes les arcanes de la machine. Le micro, le processeur, la carte vidéo, etc. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est de se dire, on ne peut pas, de toute façon, et de facto, faire confiance à quelque plateforme que ce soit. Encore moins quand elle a autant d'audience, et encore moins quand elle a accès à autant d'informations, et encore moins quand elle dépend d'un État que l'on sait pas très fiable sur ces enjeux de liberté privée. Bref, ne faites confiance à personne, c'est pratique. Non, mais c'est ça, en fait, je me suis souvenu d'une anecdote. En fait, il faut que les gens prennent conscience que leur téléphone, maintenant, c'est devenu leur comment dire, c'est plus précieux que n'importe quoi, tout ce qu'il y a dedans. Et en plus, on se bat pour pouvoir se battre. Quand on change de téléphone, on met nos sauvegardes et on intègre toutes nos données, ça devient tellement précieux que même si le téléphone lui-même, qui vaut peut-être 1 500 €, il devient moins important que ce que l'on a cumulé depuis des années. Et il se trouve que je me souviens d'une anecdote, c'était dans une chronique que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, à la veille de la Coupe du Monde au Qatar. Quand un pays veut imposer certaines choses, le Qatar en l'occurrence avait dit, la CNIL d'ailleurs avait même conseillé aux Français qui allaient là-bas d'aller avec un téléphone vierge, vide, pour éviter d'avoir des problèmes, parce qu'il y avait 2 applications qui étaient obligatoires. Le Covid, l'application pour le Covid et l'application pour les tickets. Et en fait, on soupçonnait, vu leur insistance et l'obligation d'avoir ces trucs, qu'ils mettaient dedans des mouchards. Et en effet, ils vérifiaient ils scannaient s'il y avait des photos. Et si par exemple on avait des photos un peu olé, c'était interdit, on pouvait se faire arrêter. Alors imaginez si on commence maintenant un peu à sensibiliser les gens là-dessus, dit faites attention à ce que vous avez dedans et faites attention à ce que vous installez. Peut-être que cette pédagogie va pouvoir peut-être faire diminuer, mais j'y crois pas malheureusement. Il faudra qu'on passe à l'attaque avec l'Europe. C'est beau de croire à la pédagogie. La pédagogie, ça peut vraiment aider, Alexis ? Elle peut aider, oui, effectivement. Après, il faut, comme vous avez très bien dit, j'ai une dernière anecdote. Bon, je fais une petite digression, mais c'était une application de jeux vidéo basée sur la crypto-monnaie qui avait une faille de sécurité. L'application, les créateurs pensaient bien faire, comme tu as très bien dit, sauf qu'ils avaient une faille. Et en fait, il y a eu des cyberattaques russes sur ces applications pour voler la monnaie virtuelle, mais également voler les données des utilisateurs. Le gouvernement a prévenu un petit peu les autorités russes et
on a appris que les autorités russes étaient de pair avec ces hackers et qu'ils payaient justement ces hackers pour faire cette collecte de données. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui on est sous aucune protection fiable, quand bien même l'application à la base était un peu safe, c'était juste un petit jeu vidéo tranquillement avec des petites fleurs, des petits trucs comme ça. Et derrière, c'était des activistes russes qui étaient protégés par le gouvernement. Donc il n'y a que la pédagogie qui pourrait fonctionner parce qu'aujourd'hui l'État n'a pas pu lutter contre ça, quoi. Ou alors je sais qu'Apple et Google via Android ont un pouvoir également d'avertissement et dire faites attention. Sur leur store ? Sur leur store, ils faites attention, voilà. Mais simplement, s'ils commencent à dire faites attention avant d'installer TikTok, faites attention avant d'installer. Il y aura tout finalement, quoi. Facebook aussi sur. Mais est-ce que finalement, c'est pas finalement un peu comme une notice, j'allais dire médicamenteuse, où on nous prévient des risques encourus et des effets secondaires. Attention aux effets secondaires de TikTok, c'est des notions d'hygiène numérique qu'on va étendre, évidemment, ce que je fais régulièrement, alors, déjà avec mes enfants, mais aussi avec les jeunes avec qui je travaille régulièrement, sur le traitement de la nudité, le traitement de l'intimité, le traitement de la relation et de l'amitié sur ces plateformes, qui doivent être segmentés. Et au final, c'est ce que je disais hier à un jeune, quelque part, l'analogique a du bon. Parce que se rencontrer, se voir, plutôt que d'échanger uniquement, je dis bien uniquement à travers ces plateformes, permettre aussi d'un peu assurer un peu de confidentialité sur les rapports que l'on a entre nous. Tu as envoyé un petit papier, oui, je veux sortir avec toi, oui, non, ça. Presque. Cabine téléphonique. Ah non, il n'y en a plus. Ça sent le vécu, messieurs, c'est magnifique. Alors, on comprend donc... Un petit papier. Jamais de petit papier. Allez, on va t'en envoyer un juste pour toi. Avant de vous envoyer un petit papier pendant le zap d'Édouard Degnaud, je voudrais quand même qu'on puisse quand même aussi traiter cette question-là. Ok, est-ce que un mode de régulation à nouveau pourrait, une nouvelle régulation pourrait interdire TikTok pour certains gouvernements auprès de ses citoyens, de ses consommateurs, c'est une chose, mais tu connais justement bien les utilisateurs et les utilisatrices de ces applications, Gaëlle. L'interdiction de TikTok pourrait-elle être contournée, tout simplement? J'imagine que si j'utilise un VPN, je peux quand même me connecter à une application qui est censurée dans mon pays. Alors, censurée, là, quand on voit les précédents échanges et puis les coups de semonce qu'il y a eu déjà, il y en a déjà un premier qui a fait justement les TikTok se scinder en deux. Les menaces financières sont quand même assez sensibles en ce moment. On est sur une vague où pas mal de ces applications, de ces plateformes et ces entreprises licencient en ce moment. Donc les sanctions financières en cas de non-respect des règles de vie privée sont quand même assez importantes. L'Inde s'y met. Imaginez, l'Inde aujourd'hui est en train, elle, de se doter de régulations sur le respect de la vie privée, calées sur le droit européen, qui va même plus loin que ce qu'avaient prévu les Européens. Donc, à partir du moment où un empire se mobilise et commence à taper du poing financièrement sur la table, en général, ça suit. En ce moment, ça met du temps. Ouais. Ça met du temps, malheureusement. Mais en général, c'est suivi des faits. Et on a aujourd'hui quelques bons exemples avec Facebook et d'autres acteurs qui aujourd'hui se sont pliés à ce droit européen sur le respect de la vie privée. Mais ça, c'est pour les plateformes elles-mêmes. Je te parle des utilisateurs et des utilisatrices. Mais encore une fois, si j'utilise un VPN, je peux me dire que je peux quand même me connecter à l'application. Parce qu'en fait, oui, on pourrait effectivement avoir ces petits mouvements avec des VPN. L'histoire a montré sur le piratage en ligne, sur la consultation de contenu vidéo, que c'est quand même réservé à une certaine partie de personnes qui ont des compétences techniques, qui se tournent vers ces solutions alternatives. Le gros de l'utilisateur, à partir du moment où la plateforme n'est plus accessible, se tourne vers une autre application. C'est plutôt ça qui se passe, c'est qu'on a un effet de balancier vers d'autres plateformes qui permettent de retrouver peu ou prou l'expérience utilisateur qu'avait TikTok. Bon, et puis on suivra évidemment les débats lancés par le Sénat en ce mois de mars et cette commission d'enquête qui va donc regarder de plus près, essayer de soulever le capot de l'algorithme de TikTok. Je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, ils vont tenter de pouvoir le faire et essayer de mieux comprendre les problématiques en matière d'ingérence et aussi d'absorption des données de cette plateforme. On vous tiendra évidemment au courant de ces débats. Vous restez avec moi, messieurs, parce que dans un instant, on ouvre la deuxième page de notre actu du jour. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Degnaud.
What the hell? Dude, what are you doing? Oh. Oh. Action. I see you looking at my PIC. I know, 그게 땡겨 전다 땡겨 바바기도 타지. Zoom in, zoom out. Et après des grands débats internes ici sur ce plateau, vous êtes bien de retour dans l'école du futur, version club de l'actu pour ce jeudi, avec Alexis Clouet, Stéphane Zibi et Gaël Musquet. Ça tombe très bien, parce que Gaël a une idée derrière la tech. Et quelle idée, quelle belle idée, parce qu'on va partir sur Mars à nouveau avec toi aujourd'hui et surtout avec Ingenuity. C'est ce drone incroyable qui est parti avec Perseverance, le rover de la NASA, pour explorer à nouveau de nouvelles pistes sur la vie, notamment sur le sol martien. C'était en avril 2021. Nouvelle découverte, encore une fois, d'Ingenuity il y a quelques jours. Il pourrait nous aider à percer les secrets de la dynamique de la poussière martienne. Oui, complètement. Ingenuity, à la base, c'est un joujou qui a finalement... ses lettres de noblesse. C'est un joujou un peu cher quand même. C'est un joujou un peu cher, mais à la base, il était juste censé valider le fait qu'on puisse voler. Déjà à la base. Il a rempli cette mission plus de 45 fois. C'est-à-dire décoller en vol du sol martien. J'ai décollé dans l'atmosphère martienne qui a moins d'1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Donc c'est très compliqué de voler sur Mars. On ne s'attendait pas qu'il survive déjà à l'atterrissage, qu'il survive ensuite à l'hiver. Il fait très froid sur Mars, aux poussières justement. La faible densité de l'atmosphère, ça, je viens de le dire, mais aussi à son premier atterrissage, qu'il a décollé, mais il a fallu qu'il réatterrisse. Et c'est énorme parce qu'il a non seulement survécu à ce premier atterrissage, et malgré tous les risques qui étaient face à lui, il a réussi quand même avec son petit kilo 800, c'est à peine 1,8 kg. Son poids. C'est un poids plume. Ce petit poids plume, petit préma, non. Petit bébé. Il a cumulé déjà en 2 ans 45 vols. Il a parcouru plus de 9 km. Il a réussi à voler maximum à 14 mètres d'altitude pour un total en vol de 77 minutes. C'est un joli record en effet. Pourquoi envoyer un hélicoptère sur Mars ? On vient de commencer à répondre à la question. D'abord pour le défi de la gravité martienne. Comment est-ce qu'on peut en effet se propulser dans l'atmosphère de Mars ? Et puis aussi pour aider quelque part Perseverance, qui est le rover qui lui va vraiment être au sol pour aller chercher des échantillons, notamment de sol martien. Compléter finalement ces recherches-là ? Complètement. Perseverance, en fait, c'est la mission principale. C'est la plus importante. Ingenuity, c'était une mission secondaire. Et en fait, cette mission... en train de lui voler la vedette. Pas vraiment, mais presque. Disons que les équipes, quand elles ont réussi à faire voler cet hélicoptère, ça a suscité énormément de joie. L'atterrissage de Perseverance en soi, déjà aussi, c'était une grande victoire. Parce que la mission est quand même partie sur une fusée Atlas 5, donc en juillet 2020. Perseverance, c'est un Percy pour les intimes. Pour qu'on ait une idée, c'est un robot qui a la taille d'une Twingo. Et alors qu'Ingenuity, avec son petit kilo 800, ça a la taille d'un ballon de basket. Donc imaginez un petit ballon de basket sous une Twingo qu'on dépose sur la planète. J'imagine très très mal. Et donc l'objectif, effectivement, c'était de vérifier, dans un premier temps, que l'habitabilité de Mars, est-ce que la vie a pu exister sur Mars, est-ce qu'elle pourrait à nouveau exister sur Mars, vérifier les signatures biologiques, produire de l'oxygène pour de futurs humains qui pourraient aller sur la planète et qui auraient besoin évidemment de ce gaz hyper important pour la vie humaine en tout cas, et collecter aussi des échantillons de roches. Et effectivement, depuis l'arrivée de Percy, donc le 18 février, Ingenuity, lui, a été déposé le 3 avril, il a commencé à voler le 19 avril. Son premier vol, ça a duré 39 secondes. Il a juste fait un petit haut-bas sur 3 mètres maximum de haut. Et 3 jours plus tard, il a fait un petit bond de 4 mètres, puisque la NASA voulait déjà vérifier qu'il vole. Donc ça, c'est validé, c'est bon, c'est nickel. Et il a surtout réussi à le faire en reconnaissant le terrain en totale autonomie, puisque compte tenu de la distance qu'il y a entre Mars et la Terre, on ne peut pas piloter le robot directement, donc il faut qu'il soit autonome.
Donc Persévérance, il a droit à son petit diminutif, c'est Percy. Ingenuity, pas. Je suis extrêmement déçue. Nuit, Titi, je sais pas, on va l'appeler Titi. Titi, en tout cas. Notre avenir sur Mars dépend peut-être d'un ballon de basket. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. C'est à peu près ça, mais là, il a eu énormément de succès. Ça fait 2 ans qu'il vole, il a survécu à 2 hivers, donc c'est génial, en fait, qu'il puisse continuer à voler, qu'il ait résisté aussi aux poussières qui sont déposées sur les panneaux solaires, parce que c'est un hélicoptère solaire. Donc il a un panneau solaire au-dessus de ses rotors, mais là, on a quand même pas mal de succès là, pour le JPL et la NASA sur ce premier robot. Ça veut dire que ça augure un avenir pour les hélicoptères dans l'exploration spatiale ? Complètement, là, c'est le premier succès d'un aérobot. Jusqu'à présent, on avait des robots qui roulaient, ou des landers, ils se posaient et puis ils commençaient à faire leurs analyses. Persévérance, par exemple. Persévérance, c'est un robot qui roule. Ou des robots qui étaient complètement statiques, donc qui se posaient, qui faisaient des analyses, ou des ballons. Ça a été le cas sur Vénus. Les robots volants, c'est des ballons. Mais les ballons, on ne peut pas trop les diriger. Là, c'est le premier succès d'un aérobot. Et donc, ça a tellement bien marché que pour la prochaine mission, il y en aura 2 d'hélicoptères. Donc, à la fois pour repérer... Non, pas pour le prix d'un, parce que ça va évidemment coûter énormément d'argent. Les 2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir à la fois des capacités de projection. Donc, est-ce que ces aérobots vont pouvoir aller vite et loin par rapport à un robot qui roule et qui est lent. Ils vont pouvoir aussi avoir des manipulations, on pourra récupérer par exemple des échantillons. Persévérance a fait quelques récupérations et prélèvements dans des petits tubes en métal qui sont déposés le long de son trajet. Ces robots vont pouvoir aller les récupérer et les déposer dans une zone et les renvoyer sur Terre. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment on va pouvoir communiquer avec ces robots, puisque l'un des succès d'Ingenuity, c'est la radio. Et pour la radio, on dit merci qui ? Merci les Bretons. Merci. Non, moi j'y suis pour rien, moi. Mais merci les Bretons, encore une fois. Pour un quart, moi je suis breton, donc il n'y a pas de souci, je prends. Merci les Rennais, merci Nasser Chaba et à son équipe qui ont mis au point donc, une liaison modifiée du protocole Zigbee, qui permet à la fois de diminuer... Et Stéphane Zigbee est hyper fier. Tu viens vraiment de lui faire un hommage. Je savais. Mais là, ça diminue à la fois la taille de l'émetteur, mais en plus... Je n'ai aucun commentaire la là-dessus. consommation, c'est intenable aujourd'hui. Piqué la chronique. C'est nickel pour ce robot de pouvoir disposer comme ça d'une radio qui soit légère, qui résiste au froid, qui consomme peu d'énergie. On dit merci aussi à Jeff Delon qui a mis au point le système de navigation. Il n'y a pas de GPS sur Mars. Donc pour que l'hélicoptère puisse se repérer, il doit analyser des séquences d'images au fur et à mesure. La caméra qui vise le sol, comme on a vu tout à l'heure, et qui va en fait analyser au fur et à mesure le relief. Super bien la caméra qui vise le sol. Je sais. Après les plumes de chaleur, la caméra qui vise le sol. Et ça, c'est hyper intéressant de voir à quel point le succès d'Ingenuity, on n'a pas à rougir, nous Français. C'est un peu aussi l'histoire de Frenchy, en fait, qui ont réussi à faire voler les robots avec des étoiles plein la tête. Bon, on a un peu perturbé ta chronique, mais on retient qu'Ingenuity, c'est d'ailleurs... Tenu le cap. Oui, c'est pas faux, bravo. Non, mais un cap extrêmement bien tenu. Comme Ingenuity, d'ailleurs, on continuera à vous donner des nouvelles de ce aérobot, c'est bien ça, je le dis bien, et de sa mission martienne. Et puis, on va voir aussi comment est-ce que, justement, ces robots aériens nous aident à mieux comprendre ce qui se passe sur d'autres planètes et dans la quête, justement, de l'exploration spatiale. Messieurs, en commentaire ? Non, sans commentaire, on passe à la suite. Comme un bon rhum. Ne le faites pas, avec modération toujours. Avec modération toujours. Avec modération, tiens, justement, ça pourrait être le teaser de la deuxième partie de ce club aujourd'hui, puisqu'on va parler de ces chaînes YouTube dites pédagogiques qui parfois jouent avec l'histoire. Méfiez-vous des imitations, c'est la deuxième partie du club. Et on continue justement à débattre aujourd'hui, vous le savez, avec Alexis Chloé pour Metaverse et Digital College, avec Stéphane Zigbee pour l'ensemble de son œuvre, Ionis X, on refait le Mac et RCJ, et Gaël Musquet.
Je vous le disais, YouTubeur et histoire, méfiez-vous des contrefaçons. C'est une enquête qui a attiré notre attention à la fois de Charlie Hebdo, de Libération, mais aussi du Parisien, des médias qui reviennent sur l'envers du décor d'une chaîne YouTube. Elle s'appelle « Je révise avec toi », mais elle serait l'officine d'un think tank, d'un institut de désinformation. Il s'appelle Humanité, c'est un institut d'extrême droite. Les historiens, d'ailleurs, beaucoup d'historiens, commencent à se faire entendre à ce sujet en expliquant qu'il faut mettre en garde justement contre ces interprétations parfois à géométrie variable de l'histoire. Encore une fois, il faut faire attention aux informations, évidemment, qu'on reçoit en ligne. C'est encore plus vrai quand on pense, justement, aller vers des sources d'informations. On en parle beaucoup ici dans l'École du Futur. Toutes les semaines, on met en avant des YouTubeurs, des TikTokers ou des influenceurs pédagogues et positifs sur énormément de matières différentes. Derrière certaines chaînes YouTube pour enfants, il y a de la désinformation qui peut se cacher. Bah oui, c'est l'accès est facilité depuis quelques années. On a tout qui arrive même parfois aux enfants sans qu'ils aient besoin de cliquer, et ça vient à eux. Il faut, pareil, il faut toujours qu'on soit très prudents, nous les parents, ceux qui mettons entre les mains de nos enfants ces appareils-là. Maintenant, autant c'était facile sur certains sujets de parler, dire voilà, attention, ça parle de telle thématique. Là, en gros, il faudrait que YouTube fasse un méga effort d'analyse de ce qui est dit et de vérifier par rapport à la vérité et de dire attention, c'est peut-être un truc. Donc, malheureusement, ça peut être que de l'autorégulation dans un premier temps qui pourra potentiellement nous. Et donc, ça viendra des parents. Voilà. Alors, pour être tout à fait complet, Je révise avec toi a publié depuis avril 2020 42 vidéos pour un total de 347 183 vues. Le concept est simple, face caméra, un présentateur devant, vous le voyez, une cheminée et du feu de bois, enseigne l'histoire, aussi le français d'ailleurs depuis peu de temps. Un public d'élèves qui va du CM1 à la 6e, parle de Renaissance, de Moyen-Âge, de Seconde Guerre mondiale, sauf que parfois, il y a des arrangements avec l'histoire et des choix justement qui sont faits, qui sont encore une fois dénoncés par des associations notamment d'historiens. Je pense à Marc Nobel notamment, qui est historien et auteur de Cyber-haine, propagande et antisémitisme sur Internet, qui explique que quand on veut aider les enfants à réviser, il ne suffit pas de leur montrer des images, de les tutoyer ou de jouer aux gentils pédagogues. Il faut encore réellement prouver ces faits historiques sans biais idéologique, Alexis. Ouais, mais ça va être compliqué, effectivement. On l'a vu, YouTube avait déjà mis ça en place pour les campagnes pour le vaccin. Faire attention, dès qu'un mot-clé, l'algorithme détecte un certain mot-clé, mettre justement c'est un mot. Mais là, l'histoire, elle est tellement immense que comment faire? Donc la meilleure solution, effectivement, ça va être l'éducation. Et surtout qu'aujourd'hui, YouTube, c'est devenu le terreau pour les personnes autodidactes. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'éduquer. Ça va être un vrai chemin de combat parce que même moi, aujourd'hui, j'apprends sur YouTube. Donc effectivement, ça va être par le biais de l'éducation parce que là, ça va être très compliqué de trouver chaque mot-clé et d'avoir une solution simple à trouver. Ouais. Et en plus, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'en plus les vidéos s'enchaînent. On parle par exemple d'un sujet, on cherche un truc sur n'importe et peut-être on peut la trouver au milieu ou dans un flux vidéo, en suggestion. Voilà, en suggestion. Parce qu'en gros, elle n'a pas été régulée ou quoi que ce soit. Donc en gros, on prend ça, ah tiens, ok, très bien. Et on ne peut pas la distinguer des autres. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire parfois que ça vienne. Là, il y a des enquêtes et cette émission le permet également de pouvoir dire voilà, attention, il y a ça. Mais ceux qui ont créé ce compte-là pourront en créer un autre et ça pourra éventuellement continuer ailleurs sur d'autres thématiques. Moi, ça m'a rappelé certains profs de 3e à l'époque. C'était le moment où on parlait de la Seconde Guerre. Et il y avait certains profs qui volontairement oubliaient d'en parler. Oubliés. Étonnant. Et donc nous, on était un peu choqués. On était élèves, quand même. Il s'est passé un truc là, en 39, 45, il s'est passé un truc quand même, une guerre mondiale. Et on n'en parlait pas. Et ces profs-là, ils étaient volontairement, ils avaient des opinions, parce qu'on les voyait courir le meeting d'un parti d'extrême droite. Et c'était qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Donc nous, qu'est-ce qu'on disait? On se rebellait et finalement, ça montait au rectorat et le rectorat faisait le nécessaire. Mais c'était long. Mais là, c'est de l'immédiateté. Il faut réagir bien. Et donc c'est pour ça que peut-être il faut que les parents, c'est peut-être une séquence spécifique pour les parents. Si vous voyez vos enfants, peut-être peut-être YouTube pour nous aider, tiens voilà, cette chaîne elle est bannie quoi. Mais il y a plein d'outils déjà sur YouTube, on a des possibilités de signaler des contenus qui sont... Alors, évidemment, ce n'est pas suffisant, d'où l'importance
justement que les professionnels de l'éducation soient présents sur ces plateformes. L'idée, c'est pas forcément, compte tenu du temps que met YouTube, un gouvernement, un rectorat, à pouvoir évidemment sensibiliser vis-à-vis de ces contenus. L'idée aussi, c'est de les diluer dans du contenu qui, lui, est validé par des professionnels et des historiens. Et quand je dis diluer, c'est qu'on ait suffisamment de contenu qui aille dans le bon sens versus ces contenus d'opinion, où là, on exprime une opinion et pas des faits réels, pour que ces vidéos, heureusement, évidemment, ne soient pas au top des vidéos les plus consultées. C'est pas facile, mais c'est en jouant sur tous ces ressorts-là qu'on va arriver évidemment à circonscrire ce type d'analyse. Et attention, on a déjà eu des dérives comme ça en télévision et aussi sur des articles d'articles. Sauf qu'en télévision, il y a une institution qui s'appelle l'ARCOM et qui va réguler justement ce type de contenu-là et pouvoir sévir. Tout à fait. Tout à fait, mais confère les affaires récentes où on voit le temps qui est mis entre le moment où le contenu a été publié, et tourné et diffusé, et où la sanction tombe, le mal est fait. Et donc, effectivement, cette notion de pédagogie sur les raccourcis qui peuvent être faits sur des problèmes ou des sujets qui sont complexes doit être une attention de tous les instants, évidemment des parents, mais aussi des professeurs et évidemment de toutes les instances qui contrôlent les outils d'éducation. Donc on a plusieurs solutions, plusieurs méthodes sur ce plateau. Une méthode pédago avec Stéphane Zibi, une méthode du hacker avec Gaël Musquet qui vous propose de floader les contenus pour justement faire remonter, ou plutôt faire disparaître ou enterrer ceux qui seraient illicites. Il y a aussi peut-être une autre méthode, la méthode du régulateur. Alexis, c'est finalement ce que tu prônes aussi. Est-ce qu'en effet, on pourrait voir des plateformes délivrer un label, ce qui nous pose la question de l'autorégulation des plateformes, ce qui n'est pas si simple que ça en réalité. On l'a vu notamment avec Twitter, avant la période Elon Musk, quand il y a eu notamment le bannissement du compte de Donald Trump ou d'autres comptes d'acteurs d'extrême droite aux États-Unis après l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Il y a énormément de questions qui se posent en l'occurrence. Est-ce qu'un label auto-décerné par les plateformes, ça peut en être un? C'est une meilleure idée que de lutter contre les vidéastes, parce qu'au vu de la quantité de vidéos qu'il y a tout le temps, c'est impossible. C'est-à-dire qu'humainement, il faudrait beaucoup de personnes et beaucoup d'argent à dépenser. Donc, pourquoi pas effectivement faire venir de vrais historiens, créer une vraie playlist de contenu éducatif, de le faire valider, comme ça les parents pourront dire: tu peux regarder ça, et le reste que tu regardes, c'est du divertissement, c'est de l'opinion à ce niveau-là, parce qu'effectivement, il y a même des fois des chaînes, alors rien à voir avec l'histoire, mais qui donnent du contenu divertissant pour les enfants, les petits tutos do it yourself, qui sont faits à la chaîne, qui ont différents noms de chaînes YouTube et qui s'implantent avec des millions et des millions de vues. On a essayé d'en fermer une, sauf que derrière, on a 10 autres qui ouvrent. Donc c'est vraiment une lutte impossible. Donc le but, c'est l'éducation et que YouTube mette ce genre de label, effectivement, vérifié ou ce genre de choses. Ouais, ça doit être la meilleure solution. Ça peut être l'école du futur sur la chaîne de School TV. Tu veux qu'on fasse un label d'école du futur? Voilà, sur l'école du futur, sur School TV, comme ça tout le monde vient. Avec un gif qui ferait je valide ou je valide pas. Voilà, et c'est tout, comme ça au moins. Non, mais c'est vrai, tu sais, l'éducation nationale, je ne sais pas si ça viendra, la solution viendra d'eux, parce que c'est compliqué de changer une vieille institution de bi- ou tricentenaire comme ça, qui n'a pas beaucoup évolué, parce que depuis Jules Ferry, d'une certaine manière, je suis un peu dur, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, l'école du futur, c'est aussi TikTok, les TikTokers, les YouTubers, et il faut aussi que les profs, les élèves, on sait que les élèves, ils aiment aller dessus, il faut aller là-bas et travailler dessus, c'est tout, point. La techno, elle doit être utile. Aussi. Je vais mettre un petit bémol. Elle a quand même évolué, cette petite institution qui est l'éducation nationale. On a quand même des militants, des irréductibles gaulois qui travaillent en ce moment justement à la production de contenu et la production de forges aussi, de logiciels qui permettent justement, au-delà même du contenu sur ces plateformes, que l'éducation nationale puisse aussi avoir... de la forme primaire, élémentaire, collège, lycée. On en a une discussion sur les formes. C'est beau, messieurs, ce que vous faites dans ce Club Actu. Merci infiniment, en tout cas, pour vos idées et pour ces débats. Merci à Alexis Chloé, merci à Stéphane Zibi et merci à Gaël Musquet. Attention donc à ce que je révise avec toi. Ne fasse pas du révisionnisme. Vous avez évidemment toutes les sources sur l'École du Futur et sur le site de School TV. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'École du Futur, avec un gif ou pas, on verra.